les honneurs à Berlin alors que le pays traverse une nouvelle crise meurtrière qui a fait une cinquantaine de morts en quelques jours. L'état d'urgence et le couvre-feu a été instauré dans plusieurs provinces longeant le canal de Suez. En pleine tourmente, on entrevoit toutefois un possible dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Mohamed El Baradei a appelé à une réunion d'urgence avec le président égyptien Mohamed Morsi qui a pour sa part annulé sa visite prévue en fin de semaine à Paris mais qui s'est rendu en Allemagne. Confrontée à une crise économique sans précédent, l'Égypte va-t-elle réussir à se sortir de ce cycle de violence et de crise politique? On va en parler tout de suite avec nos invités que je vous présente. Claude Guibal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, chef du service international à France Culture et vous avez écrit avec Tanguy Salin L'Égypte de Tahrir, anatomie d'une révolution. Mira Daridan, bonsoir. Vous êtes chercheur, auteur, vous êtes écrivain franco-égyptien et ancien membre du Conseil économique et social. Et Antoine Basbous, le directeur de l'Observatoire des pays arabes. Et vous avez écrit en 2011 Le tsunami arabe. Nous irons également à Berlin, retrouver tout à l'heure Anne Maillet, notre correspondante. Et puis nous irons également au Caire. Alors, première question que je voudrais poser, Claude Guibal. Qu'est-ce qui se passe exactement depuis maintenant pratiquement une semaine en Égypte? Qu'est-ce qui a été l'étincelle qui a à nouveau créé cette vague de violence meurtrière? Ce qui se passe, c'est la continuité quand même de ce qui se passe maintenant depuis 2 ans, c'est-à-dire d'une révolution, ou en tout cas d'une tentative de révolution qui continue, qui est en marche. L'étincelle, la dernière étincelle qui a provoqué effectivement ce nouveau sursaut, c'est le verdict qui a été donné dans le procès de Port Saïd, vous vous souvenez, il y a un an. Ce match de football qui a dégénéré sous l'œil au moins passif, si ce n'est complaisant, voire participatif de la police, et qui était en fait ce match qui dégénère dans le sang, était en fait aussi le règlement de compte de la révolution pendant lequel les ultras, les supporters de foot, avaient joué un rôle essentiel dans les rues, puisque c'était eux, j'allais dire presque entre guillemets, le mot est un peu fort, mais le bras armé de la révolution. Et donc on assiste à plusieurs choses en ce moment, à plusieurs niveaux dans cette crise. C'est-à-dire qu'il y a une crise politique qui est là depuis longtemps, qui oppose le président Morsi à l'opposition que je qualifierais de traditionnelle, que l'on voit notamment incarnée par Mohamed El Baradei, sur fond le tout de crise politique. Et puis il y a cette crise avec la rue. Et la rue, elle s'incarne depuis quelques semaines maintenant par ceux qu'on appelle les Black Blocs, mais qui sont cette jeunesse marginalisée, qui représente une grande partie de la jeunesse de l'Égypte, qui depuis des années vit dans un pays qui ne porte aucun de ses espoirs et qui trouve en fait dans la révolution le moyen d'exprimer toute la colère, toute la violence contre le pouvoir centralisé du Caire, contre une société dans laquelle la jeunesse égyptienne ne se reconnaît pas. Mira Daridan, qui porte la responsabilité de ces plus de 50 morts? Il y en a encore eu 2 aujourd'hui près de la place Tahrir au Caire. Qui porte la responsabilité? La police, l'armée, le pouvoir ou peut-être aussi certains manifestants Vous me posez une question qui est du b.a.-ba pour moi. Qui porte la responsabilité? C'est le pouvoir en place. Le pouvoir en place, qui est le pouvoir en place? Ce sont les frères musulmans. Alors, pourquoi est-ce qu'ils portent la responsabilité? Mais parce que des manifestants pacifiques ne sont pas appelés à mourir. Il n'y a rien dans le monde entier qui qualifie des manifestants pacifiques de futurs martyrs, morts. Qui est-ce qui leur a tiré dessus? Pour moi, au moins, c'est un laisser-aller de tout un système, de tout un régime. Et au plus, ce sont des sbires du dit régime. Je ne peux pas trancher parce qu'on n'a pas de preuves, on ne sait pas ce qui se passe. Mais apparemment, à Port Saïd, il y avait des tireurs qui tiraient dans un camp comme dans l'autre, des 2 côtés. Alors, quelqu'un a intérêt à enflammer la rue. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui sont armés aussi, puisqu'effectivement, il y a eu des 2 côtés des tirs, des coups de feu. Vous me permettez de rebondir sur ce que Claude disait. Effectivement, les Black Blocs comme les Altras Ahli ou les Altras Zamalkawi, ce sont des jeunes qui ont pris fait et cause pour la défense de la révolution. Mais ils ne sont pas armés. Ce n'est pas le bras armé. Oui. La qualification de bras armé n'est pas la bonne parce que ces gens sont bras nus. Ils se battent pour défendre les manifestants les bras nus. Les Black Blocs qu'on a vu apparaître ces dernières semaines, ce sont des jeunes universitaires, paraît-il, parce qu'on ne sait pas qui sont-ils ni que font-ils, mais ils ne sont pas armés. Qu'est-ce qui les différencie alors des autres manifestants? Ils sont en noir. Ils ont décidé de cagoulés, se mettre de la tête aux pieds en noir, cagoulés certes,
cagoulés. Et plus violents que d'autres manifestants? Absolument pas. Ils ne sont pas violents en tant que tels. Ils ont mis au défi le gouvernement de prouver qu'ils étaient impliqués dans quelques mouvements de violence que ce soit. Ils sont là, leur rôle qu'ils se donnent, c'est la défense des manifestants. Bon, alors ils sont cagoulés. On peut aimer ou ne pas aimer voir des gens cagoulés dans les rues. À quoi je réponds? Et les femmes et le niqab, elles ne sont pas cagoulées? Quelle est la différence entre une jeune fille black bloc, cagoulée, et une jeune fille en niqab en noir de la tête aux pieds? Moi, je n'en vois aucune. Alors, je voudrais vous faire réagir, Antoine Basbous, à la déclaration de Mohamed Morsi, le président égyptien qui se trouve donc en ce moment en Allemagne, qui doit rentrer ce soir au Caire. Il s'est exprimé évidemment au sujet de la situation dans son pays. Je vous propose de l'écouter. Nous ne ménagerons aucun effort pour que l'Égypte prenne le chemin de la démocratie et que des institutions politiques soient créées. L'Égypte sera un État de droit, un État civil dont la nature n'est ni militaire ni théocratique. Un État qui autorise une diversité d'opinions, qui permet l'alternance du pouvoir, un État démocratique dans tous les sens du terme. Donc Antoine Basbous, on a entendu le président Mohamed Morsi qui assure que l'Égypte serait gouvernée selon les principes d'un État de droit et non par des chefs religieux et militaires. Pourquoi il dit cela exactement? À qui répond-il? Tout d'abord, simplement parce que ce discours plaît aux Occidentaux qui le reçoivent. Et donc, depuis Berlin, il a voulu adresser un message aux Occidentaux pour leur dire mais ce n'est pas un État islamiste qui va remplacer un État militariste, c'est un État civil. Et donc c'est pour rassurer. En revanche, les Égyptiens, eux, ne sentent pas la même chose parce qu'au bout de 2 ans, c'est la désillusion, paraît-il. Ce sont les attentes qui sont trahies par le nouveau pouvoir, c'est la faillite quasiment économique. C'est une révolution volée par la confrérie des frères musulmans, alors qu'au démarrage de la révolution il y a 2 ans, ils n'étaient pas partie prenante. C'est quelques jours plus tard qu'ils l'ont rejoint, tout en négociant avec le général Omar Soleiman pour trouver une entente avec Moubarak. Donc les frères musulmans ne sont pas à l'origine de la révolution, mais aujourd'hui ils s'installent, ils s'accaparent la révolution. Et ils sont accusés de vouloir... Mohamed Morsi a été élu tout de même, démocratiquement. Ils ont été accusés de vouloir ou rendre l'État celui des frères musulmans. Donc d'islamiser l'État, même les salafistes, leurs collègues, leurs associés, eh bien aujourd'hui ils les accusent de vouloir faire de l'État un État frère musulman, même les salafistes. Donc voilà, il y a une coalition qui se forme contre eux sur une base de désillusion au bout de 2 ans où les Égyptiens avaient des attentes de liberté, de prospérité, d'arrêter la brutalité de la police et aussi de chasser la corruption, eh bien, ils n'ont rien retrouvé au bout de 2 ans de toutes ces attentes. On va prendre la direction du Caire justement pour donner la parole à Mohamed El Mekawi, porte-parole du Parti de la Liberté et de la Justice, donc le mouvement issu des frères musulmans, le mouvement du président Mohamed Morsi. Mohamed El Mekawi, donc merci d'être avec nous en direct du Caire. L'opposition vous accuse d'être responsable de ce qui se passe en ce moment, de plus de 50 morts, on le répète, depuis moins d'1 semaine maintenant. Qu'est-ce que vous leur répondez? Premièrement, je voudrais mentionner que les frères musulmans étaient au début de la révolution parce que nous avions tous, nos députés parlementaires étaient tous dans le place Tahrir le 25 janvier. Les jeunes des frères musulmans étaient toutes dans le place Tahrir le 25 janvier. Et aussi, on dirait que la révolution, c'était le pas final de la révolution égyptienne, parce que nous étions tous contre le président Hosni Moubarak. En avant, nous étions la grande opposition contre le régime Moubarak. Alors les frères musulmans étaient tout le temps pendant la révolution et avant la révolution même. Ce que je voudrais dire maintenant, que les gens qui attaquent les prisons égyptiennes, ce ne sont pas des révolutionnaires. Ce sont des criminels qui veulent sortir les prisonniers à Port Saïd, par exemple. Est-ce qu'on disait
que les gens qui attaquent maintenant les prisons de l'Égypte, ce sont des révolutionnaires. Les révolutionnaires sont à Place Tahrir. Les révolutionnaires ne brûlent pas les voitures et n'attaquent pas les stations de police et ne tuent pas les officiers policiers. Et par contre, ce qui se passe maintenant à Port Saïd et à Suez, il y a des criminels qui veulent sortir et qui veulent attaquer les stations de police pour sortir les criminels et pour créer une situation de désordre dans le pays. On sait que les révolutionnaires ont frustré parce qu'il y a un lentement dans l'économie égyptienne. L'économie égyptienne ne marche bien. On a un plan déficit de presque 200 milliards de livres égyptiens. Le dollar commence à monter. On a des crises économiques qui sont des vrais obstacles devant le président égyptien. Il y a une crise, et vous pouvez pas nier qu'il y a une crise politique également en ce moment. Il y a une déception tout de même d'une partie de la population. Il n'y a pas uniquement à Port Saïd. On voit que les manifestations continuent. Non, mais on dirait que la crise économique, à la fin, produit une crise politique. Parce que les jeunes veulent savoir qu'il y a un changement dans la vie économique égyptienne. Le président n'était pas élu que sauf dans 6 mois. Alors, dans 6 mois, ils ne peuvent pas créer un plan de prospérité et les gens ne peuvent pas voir ça clairement dans l'économie égyptienne. Les jeunes ont leur droit de manifester et ont leur droit de demander une vie économique bien. Mohamed El Mekawi, Claude Guibal, vous voulez réagir? Vous intervenez évidemment à tout moment dans ce débat. Non, moi ce qui me frappe, c'est la volonté de simplifier à outrance ce qui se passe en Égypte. Aujourd'hui, on n'a pas simplement la rue incarnée par la jeunesse violente contre le président Morsi, on n'a pas l'opposition contre Morsi. La faute n'est pas uniquement liée à Morsi en tant que président à la présidence de la République. Il faut voir aussi que la situation, elle intervient après une période de 18 mois pendant laquelle l'armée égyptienne a été à la tête du pays et a si vous voulez, mis en place un mécanisme de transition qui s'est étiré exagérément dans le temps. La faute, elle est aussi à reporter quelque part sur l'opposition qui n'a pas été capable de surmonter ces divisions, de se tourner très très vite après le départ d'Hosni Moubarak vers les populations les plus défavorisées du pays pour les mettre à leur côté sur le chemin de la révolution. La révolution égyptienne, il faut voir qu'elle prend son ferment. Quand les Égyptiens descendent dans la rue le 25 janvier 2011, ils ne demandent pas ce jour-là le départ d'Hosni Moubarak. Au mieux, espèrent-ils peut-être la démission du ministre de l'Intérieur, dans le meilleur des cas. Et ce qu'ils demandent tous, c'est la justice sociale. On est dans un pays avec un taux de chômage catastrophique, un niveau de vie désastreux. Au moment où la révolution égyptienne commence, le taux de croissance est à 6 et quelques %. Or, à l'époque, le FMI déjà dit que, la Banque mondiale, dit que les bénéfices de ce taux de croissance n'atteindront l'Égyptien de base que dans 1 ou 2 générations. Et on est 2 ans plus tard, il ne se passe toujours rien. On va en reparler en détail de cette situation économique. Si vous m'autorisez, je voudrais relever aussi 2 petits points. Quand on dit que les frères musulmans étaient dans la rue à partir du 25 janvier, vous avez raison, mais c'était les jeunes des frères musulmans contre le désir des frères musulmans. Ils sont descendus pour être avec leurs collègues jeunes. Ça, c'est une chose. Quand on dit, laissez-moi finir juste une phrase. Quand on dit que les jeunes ou les révolutionnaires veulent libérer des gens qui sont en prison, on a vu ça au début de la révolution égyptienne et des gens illustres sont sortis de Wadi Natoun quand même. 2e point. 3e point, je conteste le fait que la révolution soit juste le fait des jeunes, ou alors vous me faites un compliment absolument faramineux parce que j'ai presque 60 ans. Et je voulais vous faire réagir également sur ce qu'a dit l'opposition aujourd'hui. On va laisser réagir M. El Mekawi. On laisse répondre M. El Mekawi au Caire. Allez-y. Je voudrais déclarer que M. Essam El Arian a déclaré ça franchement devant toutes les chaînes européennes que les frères musulmans vont descendre dans les révolutions. On a dit ça en avant, les événements du 25 janvier. Et le 28 janvier, tous les frères musulmans ont descendu dans les rues égyptiennes. Bon, je propose qu'on parle de ce qui se passe.
Maintenant, actuellement, excusez-moi. Non, je voudrais déclarer ça. Ce qui se passe maintenant, il y a les jeunes ne voient pas aucune évolution dans la vie économique égyptienne. Et on sait bien qu'on a hérité un pays qui est dans une situation de faillite. On essaye de créer de nouvelles secteurs d'investissement pour tous nos partenaires européens et pour tous nos partenaires arabes pour qu'ils investissent en Égypte pour améliorer cette situation. Cette situation n'a pas un impact seulement politique. Il y a l'impact économique qui s'apparaît très clair pour les jeunes. Il y a aussi l'ancien régime qui entre tout le temps dans les événements, dans les manifestants pour faire détruire ce pays. Est-ce que l'ancien régime accepte que le président Moubarak, jusqu'à maintenant, soit dans le prison? Est-ce que l'ancien régime, est-ce qu'il n'y a pas un complot dans l'ancien régime quand on dirait qu'il y a des officiers qui maintenant se tuent par des balles, des revolvers? Est-ce que maintenant qu'ils s'attaquent les prisons de l'Égypte, est-ce que ce sont, je ne dirais pas que ce sont des révolutionnaires, ce sont l'ancien régime et les gens qui veulent créer le désordre dans l'Égypte. En avez-vous une preuve, monsieur? En avez-vous une preuve? Non. Quand on dirait que le Black Bloc qui s'attaque maintenant sur le pont 6 octobre avec des revolvers et qui arrête les gens et terroriser les petits-enfants et les femmes, est-ce qu'on dirait ça, ce sont des révolutionnaires? À Alexandrie, ma ville natale, on attaque aujourd'hui avec des épées, monsieur. Avec des épées. Ce sont des épées. Non, les officiers maintenant ne veulent pas travailler parce qu'ils n'ont pas aucun revolver. Ils ne peuvent pas se défendre. Les officiers ne peuvent pas se défendre. Ils ne veulent pas travailler maintenant en Égypte parce que tout le gens s'attaque, les officiers et les policiers. Maintenant, nous sommes dans une situation complexe. Le président est avec la manifestation des jeunes, mais dans tout le temps, on n'accepte pas, même en France. Dans les bons lieux, on a vu les polices qui s'entraînent d'une façon agressive. On va reprendre bien sûr ce débat juste après la pause, mais là, on va faire une petite pause de quelques minutes et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce débat. On les surnomme les îles chocolat. Sao Tomé et Principe, au large des côtes gabonaises, doivent ce surnom à leur seule ressource, le cacao. Parce qu'elle subit quotidiennement les variations du cours mondial de cette matière première, la population vit majoritairement sous le seuil de pauvreté. Pour y remédier, l'archipel a fait le pari du haut de gamme et du bio. Aujourd'hui, cette stratégie semble porter ses fruits. Objectif Espoir, mardi à 10h15, heure de Paris, sur France 24.